se dire qu'on a passé 7 heures sur un tweet, j'ai l'impression qu'on a vraiment plongé la main dans le torrent de merde, sorti un caca et passé 7 heures à le regarder. Il y a tellement de saloperies dites sur Twitter et de tous les côtés, hein, par ailleurs. Parce qu'à un moment, Enthoven a dit, et il a probablement raison, il dit moi je me prends des insultes des insoumis H24 et j'en fais pas des procès. Je le crois largement, je vois les commentaires dans les sections, dans les posts de Enthoven. Évidemment que tout n'est pas courtois et poli, loin s'en faut. Après, son mode d'expression à lui n'est pas courtois non plus. Donc bon, bref, c'est le Twitter, quoi. Raphaël Enthoven, vous voyez qui c'est, je pense. C'est le philosophe, surtout, en fait, pas tant philosophe que polémiste, essayiste, chroniqueur sur un certain nombre de médias. Il était pas mal sur Europe 1 maintenant et il travaille maintenant pour Franc-Tireur. Et donc, Raphaël Enthoven est un homme libéral, de droite, anti-gauche et anti-insoumis surtout. Et justement, c'est la France Insoumise qui porte plainte contre lui pour injure publique. Donc c'était son procès. Et donc le procès a eu lieu hier. Et donc pourquoi injure publique? Parce que la France Insoumise a porté plainte pour un tweet que je vais vous afficher puisqu'il est toujours en ligne. Un tweet de Raphaël Enthoven daté du 1er mai 2024. Donc ce tweet, c'est celui-là, je vous le laisse à l'écran. En gros, donc comme vous pouvez le voir, il réagit, et on va en parler après, il réagit à une vidéo qui est la vidéo de l'exfiltration de Raphaël Glucksmann de la manif du 1er mai 2024. Donc on est en pleine campagne pour les européennes. Raphaël Glucksmann se rend à Saint-Étienne pour manifester le 1er mai, jour des travailleurs. Et il se fait exfiltrer de la manif parce qu'il est mal accueilli, notamment par des militants dont on ne sait pas trop ce que c'est à ce moment-là. France Bleu, donc là il s'appelle ici maintenant, mais France Bleu Saint-Étienne publie la vidéo et réaction sur Twitter de Raphaël Enthoven qui est ultra actif sur Twitter par ailleurs. Donc hashtag la France Insoumise est un mouvement détestable, violent, complotiste, passionnément antisémite et dirigé par un haut-parleur que personne n'a élu. Leur manière déshonore l'Assemblée, leur méthode dégrade le débat. Ils nous font honte tous les jours par leurs outrances, leurs fake news, leurs gifles, leurs mains au cul, leurs trolls antisémites, leur comportement totalitaire. Ils sont tellement cons qu'il n'est même pas nécessaire de les corrompre pour qu'ils reprennent à la lettre le narratif du Hamas ou de Poutine. On n'en peut plus de ce club de déficients qui, après avoir tenté de faire entrer les islamistes à l'Assemblée, tente de faire entrer le Hamas au Parlement européen. Le 9 juin, votez, qu'on n'en parle plus. C'est ce tweet-là qui est donc incriminé. Et en fait, c'est 3 passages pour lesquels la France Insoumise porte plainte pour injure publique. Le premier passage, c'est le début, c'est-à-dire mouvement détestable, violent, complotiste, passionnément antisémite, et ça s'arrête là. Et ils sont tellement cons. Et club de déficients. Voilà, c'est les 3 passages qu'a choisi d'attaquer la France Insoumise pour injure publique. Et le procès avait lieu donc hier. Pourquoi ce procès il était très scruté? Il est très scruté parce qu'en fait, donc l'accusé en soi, c'est Raphaël Enthoven, d'accord, hein. C'est Raphaël Enthoven et la victime, enfin en tout cas la partie civile, c'est la France Insoumise. Sauf que comment dire, Raphaël Enthoven a décidé de profiter du fait qu'il était attaqué en justice par la France Insoumise pour mener la bataille culturelle contre la France Insoumise, mener la bataille politique, et en fait se servir de ça comme une contre-tribune pour expliquer en quoi la France Insoumise est antisémite, selon lui. Et en fait, ce qui était particulier sur ce procès que j'ai suivi hier, c'est que techniquement, c'était donc bien la France Insoumise qui était partie civile et Raphaël Enthoven l'accusait, mais en fait, ça virait à la contre-instruction, en gros, et l'avocat de Raphaël Enthoven et des soutiens de Raphaël Enthoven, parce que Raphaël Enthoven a fait témoigner des gens pour étayer son propos. Et en fait, ça a été les débats ont largement tourné autour de la question de est-ce que Laïci est antisémite et comment on va le justifier. Longos nous dit les médias font d'Enthoven la victime. Les médias font d'Enthoven la victime parce que précisément Enthoven a tout fait pour inverser la charge accusatoire et faire de ce procès contre lui un contre-procès contre la France Insoumise. Donc c'est les médias certes qui ont repris ce narratif en partie, mais en fait c'est aussi la stratégie de défense de Raphaël Enthoven. Et moi qui étais au procès, je vais vous dire que je pense que ça a été relativement efficace, cette stratégie, indépendamment de ce que je pense du personnage, mais ça a été plutôt efficace, notamment aussi parce que déjà, pour vous raconter, premier déséquilibre dans l'audience, donc d'un côté, tu as Raphaël Enthoven qui vient donc avec son avocat Richard Malka, qui est l'avocat aussi de Charlie Hebdo. Vous voyez peut-être qui c'est, c'est un avocat assez médiatique, qui lui a dit en gros je veux prouver que c'est le premier parti antisémite de France. Voilà, c'était son objectif affiché. On va l'écouter tout à l'heure, Richard Malka.
Alors, Niter, tu nous dis qu'il y a diffamation sur ils reprennent à la lettre le narratif de Poutine ou du Hamas. Mais en fait, il peut y avoir diffamation sur pas mal de passages, mais là, je te dis, il n'y a que 3 passages qui ont été attaqués par la France Insoumise. C'est les 3 que j'ai cités. C'est important de le dire pour la procédure. Donc, d'un côté, tu as Raphaël Enthoven qui était avec donc son avocat Richard Malka, mais il avait aussi fait venir 3 témoins pour étayer son propos, à savoir Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF, donc le Conseil représentatif des institutions juives de France. Tu avais Paul Salmona, qui est le directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Et tu avais Rudi Reichstadt, qui est le président de Conspiracy Watch, qui venait pour témoigner sur le terme complotisme qui est dans le tweet. Et je vous remets le tweet d'ailleurs. Et qui est par ailleurs un collègue de travail d'Enthoven, puisqu'il est aussi auteur et journaliste chez Franc-Tireur. Donc, il y avait ces 3 gens-là. Et en plus, dans l'audience, il y avait des soutiens qui étaient là juste par courtoisie, on va dire, des soutiens de Raphaël Enthoven, parmi lesquels Philippe Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo, et Frédéric Aziza, le journaliste star de Radio J et collaborateur régulier du Canard enchaîné. Voilà, en gros, c'était les gens qui étaient sur place. Et donc, de l'autre côté, ce qui était surprenant, c'est que les Insoumis, il n'y avait personne. En fait, il y avait uniquement leurs avocats, donc les 3 avocats de la France Insoumise, mais la France Insoumise n'a envoyé aucun élu. Il n'y avait pas Manuel Bompard, par exemple, qui est juridiquement, avec Mathilde Panot, les seuls membres de l'association France Insoumise, parce que je rappelle que la particularité de la France Insoumise, c'est que c'est un mouvement, certes, mais juridiquement, c'est 3 personnes, Bompard, Panot et je ne sais plus qui, un militant dont j'ai oublié le nom, mais qui n'est pas très connu. Mais en gros, juridiquement, c'est 3 personnes, l'association France Insoumise. Donc c'était eux qui sont attaqués, enfin c'est eux qui portent plainte en tout cas, et donc ils n'étaient pas là. Il y avait que les avocats. Ce qui fait qu'en fait, d'un côté, tu avais Enthoven qui a mené une charge politique contre la France Insoumise en profitant de la plainte contre lui, et le procès contre lui. Et en face, tu n'avais personne pour lui répondre politiquement, puisque de toute façon, tu avais uniquement les avocats qui se sont bornés à répondre sur des questions de procédure. Ce qui faisait un débat, un procès un peu surréaliste que j'ai raconté hier sur l'image. Je vous mets le papier. Voilà, on vous mettra dans le chat aussi. Voilà, c'est le reportage que j'ai fait, le récit plutôt que j'ai fait hier de l'audience. Oui, autopromo. Écoutez, il faut bien manger. Voilà, donc en gros, le procès était vraiment un peu surréaliste parce qu'il y avait cette partie juridique à laquelle s'attachaient les Insoumis. Et les Insoumis l'avocat des Insoumis a dit « Je refuse d'aller sur le terrain. La France Insoumise n'est pas l'accusée, elle est la victime, donc on refuse d'aller sur le débat sur l'antisémitisme. » Après, la question, est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas? Parce qu'en refusant ça, de fait, ceux qui ont eu le plus la parole, et largement dans ce procès, c'est la défense, c'est-à-dire l'équipe de Raphaël Enthoven, parce que précisément, ils avaient 3 témoins ça a duré assez long, leur témoignage, plus les questions, etc. Il y a eu donc 3 témoins, plus la prise de parole d'Enthoven, plus la plaidoirie des avocats de la défense, dont Richard Malka, qui a duré quasiment 2 heures. Donc voilà, le temps de parole du coup effectif de Raphaël Enthoven est assez énorme. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Raphaël Enthoven? Parce que du coup, on va écouter ce qu'il a dit, ça c'est intéressant. D'abord, je propose d'écouter Richard Malka, qui pose un peu l'objectif de cette journée d'audience. Écoutons-le. Pardon, il est juste là. Hop. Pour moi, il y a plusieurs enjeux qui sont assez cruciaux dans ce procès. Le premier, c'est de savoir si en France, aujourd'hui, on peut encore librement critiquer un parti politique, quel qu'il soit. Il semble que LFI ne soit pas d'accord avec cela, bien que ce ne soit pas les derniers à user d'une rhétorique parfois assez violente à l'égard des autres partis, mais manifestement, ils n'acceptent pas la critique pour eux-mêmes. Le deuxième enjeu, et le premier enjeu est assez crucial, parce qu'on peut se demander quelle serait leur attitude si un jour ils arrivaient au pouvoir à ne pas accepter la moindre critique contre leur ligne idéologique. Le deuxième enjeu, évidemment, est tout aussi crucial, et il s'agit de savoir si on peut qualifier le parti LFI de parti antisémite. C'est un enjeu grave, alors je vais le plaider très longuement, mais j'attire votre attention sur un premier point, c'est qu'ils ne viendront pas à cette audience. Ils engagent un procès, ils portent une accusation, ils contestent le fait d'être qualifiés d'être antisémites, et personne ne viendra représenter LFI à cette audience.
ils ne nous feront pas l'honneur de leur présence, il avait mieux à faire. Il y a des absences qui sonnent comme un aveu. Voilà. Alors, en gros, vous avez tout l'axe de défense de Raphaël Enthoven. En fait, l'enjeu pour eux, c'est de montrer, au-delà de la tribune que ça leur offre, ce procès, c'est de montrer, de dire, on a le droit de dire que la France Insoumise est antisémite. Parce qu'évidemment que si jamais Raphaël Enthoven est relaxé de ses propos, vous doutez bien que la droite et l'extrême droite et CNews et bref, la bolorésphère, tout le monde va se faire un plaisir de dire la justice a tranché, la France insoumise est antisémite. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Si c'est le cas, la justice aura tranché sur le fait qu'on a le droit de dire que la France insoumise est antisémite. Ce qui ne veut pas dire que la justice considère que la France insoumise est antisémite. C'est un petit détail. Il y a, par exemple, une jurisprudence là-dessus, un précédent. On va essayer de le trouver, je vais vous le trouver en même temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y avait eu un procès entre Mélenchon et Le Pen. Parce que Mélenchon avait qualifié Marine Le Pen de fasciste. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et donc il y avait eu un procès et la question était de savoir si, pareil, est-ce que Marine Le Pen, tiens, je vous le mets là, hop, voilà, article du Monde de 2017, ça remonte à 2011. Donc à l'époque, il était au parti de gauche, Mélenchon, il avait déclaré. Pourquoi voulez-vous que le peuple français soit le seul peuple qui a envie d'avoir un fasciste à sa tête, en parlant de Marine Le Pen. Et donc Marine Le Pen avait porté plainte pour l'utilisation du terme fasciste et la justice avait dit que Jean-Luc Mélenchon avait le droit de dire que Marine Le Pen était fasciste. Ça ne veut pas dire que la justice considère que Marine Le Pen est fasciste, ça veut dire qu'on a le droit de le dire encore une fois. Donc argument d'ailleurs qui a été largement repris par la défense de Raphaël Enthoven. Ils ont dit, regardez, là vous portez plainte contre la propre jurisprudence qu'a instauré Jean-Luc Mélenchon en sa faveur sur le mot fasciste. On aurait le droit de dire que Marine Le Pen est fasciste, mais on n'aurait pas le droit de dire que la France Insoumise est un mouvement antisémite. Qu'est-ce que c'est que cette rapport à la liberté d'expression à géométrie variable? Encore une fois, je cite l'argument de la défense d'Enthoven. Je vais avoir du mal à citer beaucoup l'argument de la défense de l'AFI parce que, encore une fois, je vous ai dit, l'AFI s'est borné à un débat de procédure, donc il n'y a pas eu vraiment de réponse politique à ça, mais j'en ai quand même cité quelques-unes dans le papier, donc je vais vous le dire. Mais voilà, donc en gros c'était un des arguments juridiques pour le coup de la défense, c'est dire en fait si Jean-Luc Mélenchon a gagné contre Marine Le Pen pour le mot fasciste, je vois pas pourquoi Enthoven perdrait sur la question de l'antisémitisme. La seule différence étant et de taille, que l'antisémitisme renvoie à un délit. Le fascisme, non, il n'y a pas de délit de fascisme. On peut être contre ou pour, mais on peut pas. Il n'y a pas de délit de fascisme en soi. Par contre, l'antisémitisme, ça renvoie à du pénal, et donc ça ne recouvre pas tout à fait la même accusation. Bref, du coup, je vous remets l'article que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'il y avait intéressant? Ce qui est intéressant, c'est que un des gros arguments de la défense de l'AFI, par exemple, c'est que la France Insoumise n'a jamais été condamnée. Aucun élu de la France Insoumise n'a jamais été condamné pour antisémitisme, contrairement par exemple à l'extrême droite et par exemple à Jean-Marie Le Pen, singulièrement, qui a été condamné de nombreuses reprises. Donc ça, c'est une première chose assez importante. Et pour contourner ça, on va dire, Enthoven, il a une expression, et il a essayé de témoigner et démontrer cette expression à la barre. C'était un peu tout le cœur de sa défense et de son propos. C'était de dire que le mouvement mélenchoniste fait régner un antisémitisme d'atmosphère. D'accord ? Et pour ça, il s'appuie sur la liste des polémiques, et en vrai, elles sont nombreuses, qui ont émaillé le mouvement depuis plusieurs années, notamment depuis 7 octobre. Et donc, je vous fais la liste, par exemple, et effectivement, quand tu fais la liste de tout ça, après, on peut les déconstruire, on pourrait répondre un point par point et aller dans le détail, mais la liste est assez efficace en termes de rhétorique, si on vraiment strictement rhétorique. Il dit... Je cite Raphaël Enthoven, donc à la barre, quand Mélenchon accuse le Likoud de faire perdre la gauche en Grande-Bretagne, quand un député LFI utilise l'expression soralienne de dragon céleste, donc là il fait référence à David Guiraud, quand on qualifie les juifs de conservateurs et déicides comme Mélenchon, quand on qualifie un juif de sioniste juste parce qu'il est juif et non sioniste, ça c'est des accusations qui ont été portées contre Raphaël Glucksmann et Emma Rafovitch de mémoire, quand on représente Cyril Hanouna en juif sus, donc la fameuse affaire de l'affiche, j'estime qu'on ne tombe pas sous le coup de la loi. C'est pourquoi ça doit être combattu sur le terrain de l'opinion. Et c'est donc pour ça que j'ai fait ce tweet, sous-entendu. Donc là, l'avocat de l'AFI s'énerve. Ce sont des raccourcis, des contre-vérités, de la diffamation, des exagérations.
Tout cela nous a éloignés du tweet incriminé. L'inversion accusatoire est un classique. Voilà. S'énerve maître Mathieu Davy, qui est donc l'avocat de l'AFI. Donc, ça, c'est vrai que c'est un... Il y a deux choses là-dedans. Il y a, en fait, d'un côté, là, il fait la liste de polémiques suscitées par des propos de la France Insoumise qui leur ont valu des accusations d'antisémitisme. Est-ce que pour autant, cette somme de dérapage, polémique, appelez ça comme vous voulez, cette somme de propos conflictuels, on va dire, querellés, font système? Est-ce que parce qu'il y a eu tant de dérapages, on peut dire que le mouvement de la France Insoumise est un mouvement antisémite, sous-entendu un mouvement qui fait de l'antisémitisme l'axe principal de sa campagne? Et c'est un peu ce qu'a expliqué, notamment que la prise de parole de Jonathan Arfi, elle avait un peu ce sens-là. Elle a été en mode, en gros, état des lieux de l'antisémitisme en France, augmentation des actes antisémites, etc. depuis 7 octobre. Et c'est la faute de la gauche, quoi, en gros. Et ce qui est assez dingue d'ailleurs, c'est que dans cette opération, l'extrême droite est complètement lavée de tout, quasiment. Il y a un peu Paul Salmona qui a rappelé quand même que c'était pas que la gauche qui avait l'apanage de l'extrême droite, de l'antisémitisme, pardon, qu'il y avait aussi l'extrême droite. Mais globalement, par exemple, une des phrases de Malka que j'avais notée, donc Richard Malka, l'avocat, qui me paraissait folle, il dit c'est le premier parti, donc la France Insoumise, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à reprendre des clichés antisémites, y compris parmi les plus archaïques. Alors, donc là, il fait référence notamment à l'affiche de Hanouna, mais c'est quand même avoir la mémoire courte, indépendamment de ce qu'on pense de l'AFI. Je veux dire que c'est le premier parti qui ferait usage de clichés antisémites, je veux dire, non. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder les communications d'Ordre Nouveau, donc l'ancêtre du Front National. Du Front National, moi j'ai en tête des affiches du Front National, notamment au moment de l'IVG contre Simone Veil, qui ont des gros relents antisémites dans la façon de représenter Simone Veil. Soi-disant, en gros, Simone Veil qui... je crois que le titre c'était Simone Veil contre la dénatalité, donc sous-entendu... une juive travaille à dépeupler la France, en gros c'était ça un peu le truc, mais en gros vraiment le camp d'extrême droite, le camp Le Pen et toute l'œuvre de Le Pen pendant tout le XXe siècle, je ne parle même pas du rafour crématoire, etc. etc. Enfin, toutes les sorties, de point de détail évidemment, toutes les sorties ignobles, négationnistes, antisémites du Front National, oubliées. La France Insoumise est le premier parti depuis 1945 à faire de l'antisémitisme. Voilà. Donc, indépendamment de ce qu'on pense de est-ce que l'AFI est antisémite ou pas, ou est-ce que l'AFI a fait des sorties antisémites ou pas, c'est juste faux. Voilà, de dire ça. Donc déjà, moi je trouve ça... Est-ce que j'ai mis un peu la chute de mon papier? J'ai chuté comme ça sur mon papier, j'ai mis par contre, je vous le remets, j'ai mis en gros par contraste, l'extrême droite lavée de tout apparaît comme la grande gagnante de ce procès. Parce que vraiment, c'est l'effet que ça m'a fait, quoi. Donc un des autres arguments d'Enthoven, je reprends les arguments aussi, qui est... encore une fois, il a des arguments qui sont rodés, quand même. Je veux dire, la discussion est pas inintéressante. Ils disent... les insoumis sont les premiers à incriminer les effets des discours d'extrême droite et je suis d'accord avec eux lorsqu'il y a des violences et des attentats d'extrême droite. C'est vrai qu'on entend souvent les insoumis dire, dès qu'il y a une attaque islamophobe, etc., dire « Ah, ben, c'est les conséquences du discours de Retailleau, de Marine Le Pen, de CNews, de Bolloré, etc. » Et en vrai, on est d'accord avec ça. Donc il dit... et ils sont les premiers à dire ça, donc on doit aussi prendre en compte l'effet de leur discours sur je cite encore, l'antisémitisme d'atmosphère. Le problème, c'est ce que j'ai mis dans le papier, le problème, c'est que quand tu dis antisémitisme d'atmosphère, tout ça est un peu vague, quand même, c'est pas tout à fait documenté, et surtout, tu peux imputer n'importe quoi à la France Insoumise. En gros, si la France Insoumise est à l'origine d'un climat antisémite, tout acte antisémite est imputable à la France Insoumise. Donc, s'il y a des étudiants qui, dans les facs, se font insulter parce qu'ils sont juifs, et c'est arrivé... antisémitisme, enfin faute à l'AFI. S'il y a des visuels dégueulasses sur les réseaux sociaux qui font des blagues sur la show, etc., c'est la faute à l'AFI. C'est facile en fait. Donc c'est quand même, il y a quand même un côté, encore une fois, l'extrême droite est complètement absous de tout antisémitisme, et t'as l'impression que la gauche, depuis le 7 octobre notamment, est totalement innocenté de tout. Évidemment, ça s'inscrit... si vous voulez avoir un détail, alors, avant d'aller plus loin, si vous voulez avoir le détail de tout le procès, je vous conseille ce live tweet
enfin ce live Blue Sky, pardon, parce qu'il est sur Blue Sky, de Vincent Ventigame, qui est le journaliste justice de BFM, qui était à 20 minutes avant, je crois, et qui est vraiment un très bon liveur de procès, voilà, factuel, voilà, si vous voulez lire. Il vous fait à peu près tout le compte rendu de l'audience, quasiment. Je crois qu'il a dû partir un tout petit peu avant la fin, comme moi d'ailleurs, si vous voulez toute l'histoire. Mais en gros, il a eu l'essentiel. Et voilà, si vous voulez tout le détail de ce qu'a dit Enthoven, de ce qu'a dit la défense, de ce qu'a dit des questions que se posent les juges, notamment la question que j'ai soulevée, par exemple, la question de dire est-ce que genre des dérapages individuels peuvent constituer un tout et être imputable à tout mouvement, c'est une des questions que les juges vont devoir trancher. Parce que si tu considères que que en gros c'est pas juste des dérapages individuels mais que tout le mouvement est antisémite, alors on peut le dire, alors qu'il n'y a pas injure publique, ça va être un des enjeux des juges, pas le seul, hein, mais il y aura un enjeu aussi sur la question de la diffamation ou de l'injure publique. Si je vous fais un petit point de droit, mais en gros la différence entre injure publique et diffamation, c'est que diffamation, il y a une exemption de vérité. C'est-à-dire que si tu dis quelque chose de diffamant, mais que c'est vrai, t'es pas accusé de diffamation. L'injure, il y a pas ça. Donc en fait, en choisissant d'attaquer sur l'injure, les insoumis ont aussi évité que le débat, et on peut comprendre pourquoi, que le débat sur est-ce que nous sommes antisémites ou pas ait lieu. Voilà. Donc je ne sais pas, il n'y a pas eu de verdict encore. Le verdict, c'est le 6 novembre, un verdict qui sera très suivi parce que, encore une fois, l'usage politique du verdict, on le voit venir à des kilomètres. C'est évident que si si Enthoven est relaxé et l'AFI est débouté, bon, il y aura probablement un appel, hein, mais même au premier instance, il y aura déjà une lecture politique qui sera faite de ce verdict et qui sera important. Moi, il y a un autre truc que je voulais dire, mais qui est plus personnel. Moi, je vous l'ai dit, j'ai trouvé ce procès un peu surréaliste, notamment sur le déséquilibre. Mais bon, c'est aussi du fait de la France insoumise de ne pas être venue. Hein. Du coup, il y avait vraiment un déséquilibre entre la charge politique d'un côté et une réponse assez technique en fait de l'autre. Donc ça rendait le procès un peu déséquilibré et étonnant. Et surtout, une autre chose qui m'a marqué, c'est on a passé quand même 7 heures d'audience, ça durait 7 heures, sur un tweet. Et en fait, quand tu vois le torrent de merde sur Twitter qui se déverse mais tous les jours, et le torrent quasiment, j'ai pas fait de stats, hein, mais un tweet sur deux à vue de pied est diffamant, quoi. Pourrait tomber sous le coup d'une accusation de diffamation. Se dire qu'on a passé 7 heures sur un tweet, j'ai l'impression qu'on a vraiment plongé la main dans le torrent de merde, sorti un caca et passé 7 heures à le regarder. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais si vraiment on devait c'est ce qui ne veut pas dire que les insoumis ne sont pas légitimes à avoir porté plainte, hein, c'est pas ça que je dis. Et juste, j'ai l'impression que on est en train de vider les écuries de l'OGIAS à la petite cuillère, quoi. C'est-à-dire que en fait, il y a tellement de saloperies dites sur Twitter et de tous les côtés, hein, par ailleurs. Parce qu'à un moment, Enthoven a dit, et il a probablement raison, il dit moi, je me prends des insultes des insoumis H24 et j'en fais pas des procès. Je le crois largement, je vois les commentaires dans les sections, dans les posts de Enthoven. Évidemment que tout n'est pas courtois et poli, loin s'en faut. Après, son mode d'expression à lui n'est pas courtois non plus. Donc bon, bref, c'est le Twitter, quoi. Mais dire qu'on peut faire un procès pour ça, c'est assez fou. Si on devait faire des procès pour chaque tweet, je pense qu'il faut mettre en place Tu peux tripler les effectifs de la justice, sinon elle est juste enterrée. Belle métaphore caca. Ben merci, je suis parti là-dessus, je sais pas pourquoi, c'est le matin. Donc voilà, c'est un des trucs un peu étonnants du procès. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, bon, évidemment, ce procès, il s'inscrit aussi. Donc là, quand le tweet en question, il est fait, c'est au moment de la campagne pour les européennes, d'accord. Et donc, on est déjà dans l'après-7 octobre. On a déjà un énorme rejet de la France insoumise, notamment du fait de leur position sur la Palestine. Et donc là, Enthoven, il est en campagne contre la France insoumise. Il le dit lui-même d'ailleurs au procès. Il dit à un moment, je suis en guerre acharnée contre la France insoumise. Il le dit, il l'avoue totalement. Il dit je suis un adversaire politique de la France insoumise. Donc ça, pour le coup, il n'y a pas de problème pour lui. Et il dit, en gros, voilà, que ce tweet s'inscrit dans une espèce de cette campagne un peu féroce que mènent aussi les insoumis contre Glucksmann. Il y a un élément qui est intéressant, c'est que donc là pour le coup je prends un argument de la défense des insoumis. Les insoumis disent, mais dans le tweet en question, je vous le remets d'ailleurs,
on voit simplement l'évacuation, c'est très court, hein. On voit simplement l'évacuation de, je ne mets pas le son, mais on voit l'évacuation de Glucksmann par des militants qui portent le drapeau de la Palestine. Voilà, c'est tout en fait. On voit pas les insoumis. Et en tout cas, dans le tweet de France Bleu, il n'y a pas mention des insoumis. D'ailleurs, si de mémoire, l'exfiltration en question avait été revendiquée par les jeunes communistes, notamment, pas seulement, mais notamment. Donc, bon, c'est un argument c'est un argument qu'emploie la France insoumise pour qualifier l'injure publique. Ils disent, mais là, vous nous accusez d'avoir, en gros, provoqué l'exfiltration d'une personnalité socialiste juive, à savoir Raphaël Glucksmann, par antisémitisme, alors qu'il n'y a rien dans la vidéo que vous partagez qui fait un lien entre ce qui se passe et la FI. Et donc là, c'est pour ça qu'il dit antisémitisme d'atmosphère. Il dit, oui, mais peu importe que ce ne soit pas des insoumis là, les insoumis, par leur discours, ont provoqué cette situation. C'est ça l'argument de la prétention de Raphaël Glucksmann. D'ailleurs, vous avez ça dans les commentaires du tweet, c'est toujours le 1er mai. Il y a Léaumont qui dit pourquoi continuer à dire que nous serions. Donc, Antoine Léaumont, député insoumis, lui répond toujours le 1er mai 2024. Pourquoi continuer à dire que nous serions responsables de cela alors que ce n'est pas nous? Je veux dire, pourquoi mentir? Et Antoine répond, vous le pourrissez depuis le début de la campagne, donc Glucksmann, hein. Vous colportez n'importe quoi à son sujet, vous harcelez sa colistière parce qu'elle est la nièce d'un soldat israélien. Donc là, il parle de Emma Rafovitch, qui a effectivement été ciblée par une campagne de cyberharcèlement. Vous le traitez de tous les noms et vous prétendez n'avoir aucune responsabilité dans les violences dont il fait l'objet. Comment peut-on dénoncer l'influence des paroles racistes sur le passage à l'acte tout en niant l'influence des paroles haineuses sur le basculement dans la violence, argument donc qu'il a repris, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la barre. Voilà, donc voilà en gros l'état des lieux. C'était un peu étonnant comme procès aussi parce que donc dans les témoignages, par exemple, donc il y a eu le témoignage de Paul Salmona qui est donc un historien et un directeur le directeur du musée d'art du judaïsme en France, d'art et d'histoire pardon, et donc c'est un musée parisien. Et si tu veux, ça a basculé dans une espèce de conférence sur l'histoire de l'antisémitisme en général et à gauche. J'avoue que des fois, on était quand même très très loin du tweet, quoi. Par exemple, il y a un moment où ça a duré 7 heures, donc il y a un moment où mon cerveau il a décroché pendant 30 secondes, hein, je ne veux pas vous mentir. Je prenais des notes en même temps, je regardais autre chose, bon, bref. Et donc, à un moment, Paul Salmona, il commence à parler, je décroche 20 secondes, et je raccroche, et il commence à dire oui, parce que sous les mérovingiens, et là j'étais genre attends, quoi? À quel moment on est passé d'un tweet de Enthoven qui retweet qui part d'une agression de Raphaël Glucksmann en manif, et on finit sur les mérovingiens. Là, j'avoue que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, bon, voilà, le côté grand cours magistral sur l'antisémitisme qui est censé prouver ensuite l'antisémitisme à gauche, et donc qui est censé prouver à la fin. Non, Langos, j'ai coupé plus, j'ai déconnecté plus de 20 secondes, mais c'était une image. Mais non, mais j'étais très attentif parce que par ailleurs, c'était vraiment hyper intéressant. Donc, voilà, bon, là, je me suis dit, bon, là, on est quand même très loin, et d'ailleurs, la défense insoumise a un peu ironisé sur le côté conférence de la Sorbonne de certains passages, parce que là on n'était pas dans le dur, quoi. On était vraiment à des kilomètres de la question, quoi. Et je vois pas en quoi ça va servir pour les juges, par exemple. Vraiment, je vois pas en quoi ça va leur servir dans leur délibération et dans leur verdict. Voilà, donc et donc Enthoven, oui, voilà, ce qui est intéressant, c'est de dire, bon, évidemment tout ça s'inscrit dans un bras de fer avec en fond la Palestine, mais pas uniquement, parce qu'Enthoven, c'est pas que depuis la Palestine qui tape, depuis le 7 octobre et les attaques contre Gaza et les massacres à Gaza, c'est pas que depuis ça qu'il est en guerre contre la France insoumise. À un moment, il a aussi dit en gros, c'est depuis 2015 que je m'intéresse de près à la France insoumise, qui me semble être un mouvement dangereux. Et il dit, en gros, quand j'étais à Europe 1, donc là, quand j'avais ma chronique sur Europe 1 quotidienne, quand j'avais pas d'inspiration, j'allais sur le blog de Mélenchon et je tapais. Bon, il ne le dit pas exactement comme ça, mais il a vraiment dit, quand j'avais pas l'inspiration, j'avais la lâcheté d'aller sur le blog de Mélenchon et ça me faisait un sujet, quoi. Et voilà. Donc c'était assez transparent de ce point de vue-là de la part de Raphaël Enthoven. Et par exemple, donc Raphaël Enthoven est un journaliste donc de Franc-Tireur, enfin il est chroniqueur pardon sur Franc-Tireur, et donc par exemple la une de Franc-Tireur de je sais pas si c'est aujourd'hui, mais en tout cas de cette semaine, c'est d'aujourd'hui, oui, 24 septembre, c'est ça, je vous le mets.
Voilà, c'est l'enquête de Nora Bussini. Donc Nora Bussini, pour mémoire, c'est la journaliste qui s'était fait teindre les cheveux en rose pour infiltrer le Wokistan, et qui donc a fait une enquête sur Rima Hassan que je n'ai pas lu, donc je ne vais même pas permettre de la commenter, je ne l'ai pas lu. Mais voilà, moi je suis interpellé notamment par Rima Hassan dévoilée, et en dessous, premier amour juif. Voilà, c'est la première révélation visiblement de Nora Bussini, c'est que Rima Hassan avait un amoureux de confession juive. Voilà. D'accord, mais écoutez, merci pour cette information. Mais je n'ai pas eu l'enquête, donc je ne vais pas non plus trop ironiser dessus. Mais voilà. Euh, Peut-on dire que Eindhoven, le printemps républicain, et Frontières alimentent une islamophobie d'atmosphère, me demande Major Tom, mais c'est probablement ce que disent les insoumis sur Eindhoven, hein, par ailleurs. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que je ne sais pas s'ils ont parlé d'islamophobie d'atmosphère, mais je suis quasiment certain qu'Eindhoven s'est fait traiter d'islamophobe par les insoumis. Et bon, lui n'a jamais porté plainte. Est-ce qu'il faut porter plainte pour ça? C'est une vraie question. Il y a une autre question qui a été posée aussi, c'est... parce que des gens qui ont dit que les insoumis étaient antisémites, il y en a une palanquée, et on a largement fait la chronique ici à l'Humanité de comment, sur fond de lutte pour l'émancipation des Palestiniens, la gauche avait été qualifiée d'antisémite. Et même avant le 7 octobre d'ailleurs. Mais ça s'est intensifié après le 7 octobre. Donc des gens qui ont traité les insoumis d'antisémites, il y en a plein. Là, en tête, je pense à je sais pas, Retailleau, je pense à Aurore Berger qui avait dit qu'il soufflait sur les braises de l'antisémitisme. Il y en a plein. Pourquoi une question qui a été posée par la défense de Raphaël Enthoven, c'est pourquoi ce tweet-là? Pourquoi Raphaël Enthoven, lui, a le droit à une plainte pour injure publique, alors que, encore une fois, c'est la métaphore du caca depuis tout à l'heure, dans le marais d'attaques, pourquoi cette attaque-là est attaquée en justice et pas toutes les autres? Et pas. Voilà, mais ça c'est un peu pourquoi ils ont décidé d'attaquer là-dessus. Ça, les insoumis n'ont pas répondu là-dessus, donc j'ai pas d'éléments à vous donner. Peut-être c'était le tweet de trop pour eux, j'en sais rien. Peut-être qu'ils voulaient se confronter à un adversaire politique hyper actif qui est Raphaël Enthoven. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça a été relevé par la défense. Voilà. Évidemment, quand je remets la une, hein, quand quand Enthoven dit dans son tweet qu'ils essayent de faire rentrer le Hamas au Parlement européen, il parle de Rima Hassan. D'ailleurs, il a explicité largement dans son propos liminaire en tant qu'accusé. Il a dit oui, là, je parlais de Rima Hassan. Parce que Rima Hassan a les mêmes positions que le Hamas. Voilà. Selon Raphaël Enthoven, bien sûr. Voilà ce que je voulais vous raconter sur le procès Enthoven. Donc vraiment un procès à suivre, parce que c'est un procès d'une querelle Twitter, mais qui en fait traduit énormément de choses, notamment sur comment le procès médiatique le procès médiatique de la gauche en antisémitisme depuis le 7 octobre apparaît pour la première fois dans les tribunaux, mais dans une forme détournée, puisque de toute façon, c'est pas la France Insoumise qui est traînée en justice pour antisémitisme, ça n'est jamais arrivé. C'est quelqu'un qui les a qualifiés d'antisémites qui est traîné en justice pour diffamation ou pour injure publique plus exactement. Et l'enjeu, c'est de savoir si c'est une injure ou pas. Et évidemment, encore une fois, on scrutera avec attention le verdict et surtout l'instrumentalisation, enfin la lecture politique, et on peut parler d'instrumentalisation, je pense, assez sereinement, qui en sera fait de la part des adversaires de la France Insoumise notamment, et de la droite et l'extrême droite plus généralement, contre la gauche sans doute.